la Semaine nationale de l'herbe édition 2012, c'est hier. Comme chaque année, des milliers de jeunes plants ont été mis en terre. Comment les entretenir? Vous suivrez un reportage du site de Gawi, créé il y a 3 ans. Cérémonie de remise des diplômes à Besançon en France. Une trentaine d'auditeurs arabophones de l'École nationale de formation judiciaire ont ainsi pu perfectionner leur niveau en français. Inondation, la série continue. Bedjondo dans le Mandoul et plusieurs villages environnants dans l'eau. Des milliers d'hectares, des champs de mil, maïs, coton et arachides engloutis. Des précisions dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité reste toujours dominée par la Semaine nationale de l'arbre lancée hier. Le département de Dababa n'a pas été du reste. C'est le marché de Bokoro qui a été choisi pour le lancement de l'opération de reboisement. Rien que pour le premier jour, 2000 plants ont été mis en terre. Innocent Kilayou. Pour cette édition de 2012, c'est le site du marché des bétails de Bokoro qui a été choisi pour le lancement officiel de la Semaine de l'arbre dans le département de Dababa. Après le coup d'envoi donné par les autorités administratives du département de Dababa, 2000 plants de toutes espèces confondues ont été mis en terre sur une superficie de 4000 mètres carrés. Pour le secrétaire général du département de Dababa, Yahya Ousmane Adoum, planter un arbre est un acte citoyen qui mérite d'être salué. Le maire de la ville de Bokoro, Brahim Issa Kabarka, appelle la population à se mobiliser davantage pour que la semaine soit une réussite. Des messages qui portent sur l'entretien des plants ont été également livrés lors de ce lancement de la semaine de l'arbre à la population. L'objectif de ce message est de faire comprendre à la population qu'il ne s'agit pas seulement de planter un arbre, mais de le bien entretenir. Les plus hautes autorités du pays ont engagé depuis plusieurs années une lutte contre l'avancée du désert et les aléas du changement climatique à travers la mise en œuvre du programme de la ceinture verte. En dépit de la mobilisation de toutes les couches de la société, cette initiative éprouve quelques difficultés, n'est-ce pas, Kadnouba Théophile? La lutte contre l'avancée du désert et la protection de l'environnement constitue le souci majeur des plus hautes autorités qui se sont engagées aussi à faire face aux effets pervers du changement climatique. La mise en œuvre du programme de la ceinture verte en 2008 témoigne de cette volonté. Pour la réalisation de ce projet vital, toutes les sensibilités ont été mobilisées. Des parcelles ont été attribuées aux institutions et entreprises publiques et privées ainsi qu'aux associations de la société civile qui ont émis le vœu d'apporter leur pierre à l'édifice. Des jeunes ont été recrutés pour l'entretien des plants. Malheureusement, force est de constater que dans certaines parcelles, après les opérations de mise en terre, les plants sont abandonnés à la merci de la nature. Nous avons des espèces à croissance rapide, telles que le Nîmes devient déjà un arbre après 3 ans. L'acacia sénégale, il croît très très lentement, raison pour laquelle elle est en dessous des espèces que j'ai citées tout à l'heure, le Nîmes et autres. Par contre, là vous avez vu et que ces espèces ne grandissent pas vite, c'est qu'il y a une erreur, les gens ont planté le gommier dans les endroits où le taux d'argile est élevé. Certes, les espèces exotiques n'ont pas le même temps de croissance que les espèces locales, à savoir l'acacia, le tamarinier et le caïcédra. Mais avec l'autonomisation de gestion, l'équipe de la coordination entend donner une autre image à la ceinture verte. Le facteur limitant, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau, on ne peut rien. Toutefois, ce côté précis, nous sommes en train d'implanter que des forages de panneaux solaires. Le problème de carburant ne va plus se poser. On aura constamment de l'eau et nous pensons que nous allons résoudre les problèmes antérieurs. D'une superficie totale de 800 hectares, la ceinture verte qui s'étend de Gassi à Mara en passant par Gawi est parsemée à plus de 85%, soit 657 hectares. Pour débattre amplement de cette question, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Béchir Okoromi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez lancé hier, monsieur le ministre, la Semaine nationale de l'arbre sur le site de Gawi. Pourquoi avoir choisi Gawi sur le site de Djarma, autant pour moi. Merci Téléchat de nous avoir donné l'opportunité d'édifier les lanternes
internes de nos concitoyens par rapport à la semaine de l'arbre. Cette semaine de l'arbre a été instituée depuis 1972, il y a 40 ans. C'est pour créer des espaces verts, des ceintures en quelque sorte également à l'époque. Si vous constatez aujourd'hui tout autour de N'Djamena ou à l'entrée ou à la sortie de certaines de nos villes, des forêts, des Nîmes, et puis ça c'était le résultat des semaines de l'arbre du temps. Oui. Malheureusement, depuis une vingtaine d'années, les semaines de l'arbre sont devenues des cérémonies ordinaires où les gens mettent des plants en terre et puis aussitôt après la cérémonie, ces plants disparaissent ou bien sont abandonnés à la merci des animaux ou bien à la merci de la chaleur. Et pour planter un arbre, c'est pas tellement difficile, il suffit de creuser un petit trou et puis mettre en terre un plant, mais un plant c'est comme un buisson, il faudrait l'entretenir, il faudrait l'irriguer, il faudrait empêcher les animaux de brouter, il faudrait également l'élaguer de temps en temps. Bref, il faut veiller à cet arbre. Il faut veiller à son entretien, bref. Donc, ce qui n'a pas été le cas dans le temps. Pour cette raison, dans le budget 2012, nous avons demandé à ce qu'on augmente l'enveloppe prévue pour l'organisation des semaines de l'arbre, ce qui a été fait. L'innovation de cette année est due à cela. Ça nous a permis de clôturer le site et ça nous a permis également de faire un forage clôturé pour empêcher les animaux d'accéder au site. Et également le forage, c'est pour entretenir après la saison de pluie. Donc, la différence par rapport aux autres semaines de l'arbre, cette semaine de l'arbre a été d'abord organisée dans une zone rurale. La semaine de l'arbre est différente des ceintures vertes. C'est deux choses très différentes. Là, c'est une semaine qui s'organise chaque année. Et les ceintures vertes, c'est une initiative du chef de l'État pour construire des ceintures tout autour de toutes nos villes. Pour cette raison, nous aimerions avoir une innovation. Pour l'an 1 de la Renaissance, il faudrait quand même innover, il faudrait changer, il faudrait avoir de nouvelles initiatives. Pour cette raison, nous avons voulu d'abord impliquer la population. Ces sites, il y a une commission d'organisation qui a été mise en place. Ils ont fait des investigations vers la zone sud, c'est-à-dire vers la préfecture de... comment ça s'appelle au sud, à 50 km d'ici. Ils ont prospecté, ils n'ont pas trouvé quand même un terrain viable. Et puis vers également Mara, c'est assez argilé. À cette zone, on ne peut pas y accéder. Donc, ils sont partis dans la zone de Yarmaya et ils ont découvert cet espace qui est assez large et bien indiqué pour accueillir cette semaine. Donc, nous avons choisi l'innovation, comme je l'ai dit. Nous sommes concertés avec les villageois pour confier la responsabilité de ces sites aux villageois. L'entretien de ces plans aux villageois, c'est leur site, c'est leur plan. Et c'est également leur investissement. Donc, ils se sont engagés pour entretenir. Et le ministère apportera, comme je l'ai dit hier, le soutien d'abord technique. Nous allons envoyer souvent nos techniciens pour vérifier est-ce que les plans sont en train de pousser, est-ce que ces plans qu'on avait envoyés là-bas sont adaptés ou adaptables au terrain en question. Et nous allons également de temps en temps apporter des appuis financiers d'être pour construire des canalisations parce que la zone est une zone un peu sablonneuse. Il faudrait construire des canalisations pour pouvoir irriguer correctement ces plants. Surtout, il faut une canalisation centrale qui va traverser tous les sites et les canalisations connexes viendront quand même de part et d'autre pour pouvoir mieux irriguer le site. Et puis, nous aimerions désormais, c'est une stratégie, c'est une initiative, désormais, organiser les semaines de l'arbre
toujours dans des villages plus loin peut-être, pourquoi pas à 100 km, à 200 km de N'Djamena. Ce n'est pas la distance qui compte. C'est un peu l'initiative, c'est un peu la semaine elle-même. Il faudrait que ça donne des résultats. Pourquoi ne pas parler des régions? Oui, les régions, chaque région est en train d'organiser sa semaine. Mais par manque de moyens, parlant de la ceinture verte. Voilà, nous allons encore dans le cadre de la ceinture verte, c'est un programme national, aller dans toutes les grandes villes et construire des ceintures. Donc la semaine, il faut qu'il y ait, comme je le disais, c'est deux choses différentes. Il faut que ça soit bien compris. Monsieur le ministre, parlant justement de la ceinture verte, à l'occasion de chaque année, donc depuis plus de 30 ans, des milliers de plans sont mis en terre, mais le résultat à l'arrivée n'est pas convaincant. Comment expliquez-vous ça, monsieur? À propos de la ceinture verte, c'est une initiative du chef de l'État. La ceinture verte, c'est un programme national des ceintures vertes. Donc, le chef de l'État a décidé en 2008 de construire autour de toutes nos grandes villes des ceintures. Et vous avez constaté, lui-même il s'est investi personnellement, il se rend chaque semaine pour aller arroser les pépinières, il a suffisamment mis de moyens à la disposition de la coordination de l'époque, et puis dommage, le résultat était très maigre. Et pour des raisons d'abord techniques, parce que les châteaux d'eau qui ont été quand même construits sont distants parfois de 2 km, voire même de 3 km. Entre ces châteaux, l'irrigation est presque impossible. D'où les plants qui sont entre les châteaux prennent toujours un coup. Et puis le système d'irrigation qui est mis en place encore est assez défaillant. On envoie l'eau dans des bassins de rétention. De ces bassins, les manœuvres prennent dans des arrosoirs et puis ils mettent parfois un demi-litre sous le pied d'un arbre pour une semaine, parfois pour 2 semaines. D'où les arbres sont parfois devenus nains, d'autres se sont asséchés. Donc, le système même est d'avance défaillant. Et en plus, ce qui est regrettable, tous ces moyens mis à la disposition de la coordination de l'époque ont été utilisés d'une manière très opaque. Je dirais opaque. De gestion, oui. Voilà, la gestion a été très très mauvaise parce qu'on a commandé du matériel inutile. Oui. Du matériel en grande quantité et inutile. Donc, cela fait vraiment couler de l'encre et puis de la salive que la ceinture verte a englouti autant de moyens, autant de ceci. Ces moyens, s'ils ont été quand même mis dans la clôture et également dans le forage, on aurait déjà fini avec N'Djamena et même entamé quand même les ceintures autour d'autres grandes villes. Alors, monsieur le ministre, comment se fera la gestion des nouveaux sites? Bon, cette fois-ci, à notre arrivée à la tête de ce département, nous avons fait un grand quand même, état de lieu et nous avons proposé à ce qu'il y ait une autonomie de gestion pour la coordination qui pilote ces projets. Pour cette raison, le chef de l'État a accepté. Le budget qui a été prévu devrait être versé dans un compte. À l'époque, pour acheter une pièce, il faudrait passer par toutes les tracasseries financières. Parfois, une pièce de 50 000 francs pour l'avoir, il faut attendre 4 mois. D'où les dégâts sur les plans. Donc, le chef de l'État est conscient et très soucieux de la protection de l'environnement, a accepté qu'il y ait une autonomie. Déjà, une partie du budget a été déjà virée dans un compte. Ça a servi à faire des forages. Nous en avons déjà réalisé une dizaine de forages de panneaux solaires et également construit des grillages pour une dizaine de kilomètres aussi. Et nous avons également l'intention, comme le Tchad est un pays qui produit suffisamment de l'énergie solaire, nous avons l'intention de désormais changer complètement tout le forage thermique en forage, en équipement solaire. Ce qui nous permettra quand même d'avoir de l'eau en permanence sans tracasserie et sans faire appel à d'autres dépenses connexes.
de carburant, de lubrifiants, de pièces de rechange, tout ça, c'est des tracasseries qui bloquent parfois la gestion ou bien l'arrosage des plants. Monsieur le ministre, il y a 3 ans, le gouvernement a interdit la coupe du bois vert. La population, on le sait, difficilement s'est conformée à cette mesure. Aujourd'hui, 3 ans après, est-ce que cette trêve a permis au couvert végétal de régénérer? Oui, en 2008, en même temps, le chef de l'État, très soucié de la protection de l'environnement, a pris certaines mesures assez énergique et a mis en place une brigade mobile qui a donné des résultats assez satisfaisants. Et je profite de l'occasion pour remercier même, on dit tard que jamais. Oui, mieux vaut tard que jamais. Oui. Donc ces gens ont fait un travail impressionnant, d'où l'impact est aujourd'hui visible. La régénération aujourd'hui de la flore est palpable tout autour surtout N'Djamena. Et des forêts sont en train de constituer un peu partout en province comme tout autour de N'Djamena. Donc cela a donné un résultat très positif. Et la coupe abusive justement a cessé. Bien qu'il y a des petits malins qui se glissent dans la forêt et puis couper certains abattre des arbres et puis les cacher quelque part, les faire assécher. Ça arrive. Quand on interdit quelque chose, il y a toujours quand même des petits malins qui cherchent à contrôler quand même les dispositifs pour aller faire du mal. Ça, c'est inévitable, mais les dégâts qui se faisaient dans le temps sont déjà atténués. Oui. Aujourd'hui, la commercialisation du bois, particulièrement du bois mort, nous avons déjà envisagé, mais ça n'a pas eu lieu, mais à la fin de saison de pluie, nous allons réorganiser, restructurer le collecte de bois mort dans toutes les régions à grande potentialité de bois mort. Monsieur le ministre, cette reconstitution de la flore a fait revenir les ressources fauniques, certes, mais malheureusement, ces ressources sont en proie au braconnage. Le dernier en date, donc, c'est le carnage de quelques 60 éléphants entre le Bagirmi et le Mayukebi. Pourquoi cela est-il arrivé? Est-ce que c'est la faiblesse du dispositif de surveillance, monsieur le ministre? Le braconnage, souvent, c'est pas les Tchadiens qui font le braconnage, mais les Tchadiens sont souvent dans la complicité de braconnage. Ce sont des gens bien organisés, bien structurés, bien armés, qui viennent quand même de zones assez reculées de nos frontières, qui viennent de l'Est. Et puis, c'est des gens qui ont un réseau à l'intérieur de notre pays. Et à partir de ces réseaux, ils arrivent à se glisser entre les mailles de nos forces de défense et de sécurité. Et ils choisissent particulièrement les moments les plus difficiles, c'est-à-dire les moments de saison de pluie. Et ces moments, d'abord, pour se déplacer en véhicule dans les zones où ils opèrent, c'est presque impossible. Et puis, pour aller en dos de chevaux ou bien en moto, nous sommes souvent informés avec beaucoup de retard après les dégâts qu'on est informés. Et souvent, on se met à l'air trousse et vous avez bien vu cette fois-ci, nous avons pu quand même obtenir un résultat. 3 braconniers ont évité quand même l'échange de tirs de nos voyantes forces de sécurité. Ils se sont jetés dans le fleuve, ils se sont noyés. Nous avons récupéré, l'un s'est noyé avec son cheval, nous avons récupéré, vous avez bien vu à la télé, 65 défenses, 3 armes, 2 chevaux, un âne et un grand loup quand même de munitions et également du matériel qui montre vraiment que ce matériel provient de l'Est des frontières soudanaises. Et selon leurs complices qu'on avait arrêtés, il y a 5 complices qui ont été arrêtés, d'ailleurs 6, il y a un qui s'est enfui mais on est arrivé à les récupérer, ça fait 6 complices qui ont été arrêtés. Selon leurs complices, ces braconniers ils nous ont confirmé qu'ils viennent de l'Est. Donc, ces braconniers, désormais,
n'opéreront plus dans cette zone parce que le chef de l'État nous a donné des moyens humains, des moyens de matériel et également des moyens financiers. Désormais, nous allons mettre comme un dispositif. Les moyens matériels, c'est des véhicules, c'est également des motocross et nous envisageons acheter également des chevaux sur le budget 2013. Donc, ces moyens humains, c'est autour de 2000 personnes qu'on va recruter. Il y en a quelques-uns qui sont déjà recrutés, qui seront formés en matière de militaire, parce que c'est un corps paramilitaire, et également ils vont avoir les techniques de l'environnement, parce qu'il faut que l'agent connaisse ce qu'il est en train de faire. La protection de l'environnement, il faut que l'agent connaisse avant de mieux protéger, et également les arbres et également la faune. D'accord, monsieur le ministre, par rapport aux braconniers arrêtés, quel va être leur sort? Leur sort, nous les avons confiés à la justice, quitte à la justice maintenant de décider de leur sort, ce n'est pas à nous. Nous avons couru derrière eux, nous les avons quand même traqués, ceux qui se sont jetés dans le fleuve se sont jetés et leurs complices ont été arrêtés. Et nous sommes dans un pays de droit, notre devoir, c'est de les remettre à la justice et nous avons déjà remis ces complices qui sont des concitoyens tchadiens à la justice. Votre mot de fin, monsieur le ministre, on va nous séparer. Votre mot de fin. Merci, Télé-Tchad. Mon mot de fin, je voudrais d'abord rappeler à nos concitoyens que notre chef de l'État a été cité par une organisation des Nations Unies comme un champion de protection de l'environnement. Justement, c'est une fierté d'avoir un chef d'État qui s'implique, qui s'investit personnellement dans un domaine assez important, un domaine vital comme l'environnement. Donc, c'est une fierté. Nous, Tchadiens, je voudrais demander à mes concitoyens également d'accompagner ce champion, d'ailleurs respecté et cité, et également notre pays aujourd'hui parmi les pays qui ont déjà presque atteint les objectifs du millénaire en matière de l'environnement. Et aujourd'hui, la mieux peut-être réussie, c'est la politique environnementale au Tchad. Pour cette raison, j'aimerais à ce que tous les concitoyens soient conscients de l'utilité de l'arbre particulièrement, et puis également le rôle de l'arbre dans la vie d'un être humain. Oui. Et notre pays est un pays menacé, un pays qui a 3 zones climatiques, une zone désertique, une zone semi-désertique et une zone de forêt, c'est-à-dire une zone uniquement 10% seulement, nous en avons 10% de notre superficie de forêt. Là, le Sahara occupe 48% de notre superficie. C'est quand même assez grand. Oui. Et nous sommes en train de céder nous-mêmes avec les effets pervers des hommes, avec les actes de ceux qui coupent le bois, avec ceux qui ne sont pas conscients, nous sommes en train d'ouvrir la porte grandement au désert. Donc c'est un danger qu'on est en train de nous-mêmes cultiver. Oui. Et puis nous-mêmes, nous sommes en train d'encourager pour que ça envahisse notre pays et laisser vraiment un héritage assez difficile à nos concitoyens. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions. Merci. La suite du journal, après investigation relative à la grève lancée par l'UST, menée auprès du gouvernement et de l'UST, 3 partis politiques, à savoir le Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, le Mouvement pour la justice et la paix au Tchad, MPJT, et le Mouvement pour la liberté, la paix et le changement, MLPC, sont parvenus à une déclaration commune. Dans cette déclaration, ils appellent de ce fait les fonctionnaires à reprendre le chemin de travail. Suivez plutôt cette déclaration lue ici par l'un des responsables. Les raisons avancées sont simples et claires. Les soucis viennent du fait qu'il faut augmenter le SMIC et quelques avancements sur la grille salariale. De cette préoccupation, il a été signé en novembre 2011 un protocole d'accord entre le gouvernement, l'UST et la CLTT. L'un des points de ce protocole donne une
charge supplémentaire de 12,5 milliards de nos francs CFA sur le budget de l'État. Son application sera échelonnée comme suit: 20% en 2012, 40% en 2013, 40% en 2014, ce qui donnera 100% de la revendication demandée fin 2014. L'UST cherche une autre revendication qui est l'élévation de la valeur du point d'indice qui est de 115 à 150, ce qui coûtera au gouvernement 36 milliards de francs CFA annuellement. Étant donné que le salaire actuel est de 80,7% de recettes propres en dehors de celles provenant du pétrole. Or, nous savons très bien que la manne pétrolière est une ressource tarissable et non stable, alors que le salaire est un acquis dont le gouvernement ne peut pas revenir dessus. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays ont engagé les recettes pétrolières plutôt dans les infrastructures, c'est-à-dire construction des écoles, des hôpitaux, des routes et des forages de puits que dans le salaire. De ce qui précède, nous appelons à la vigilance des fonctionnaires à la tentative de récupération politicienne de cette situation purement sociale. C'est pourquoi nous invitons les travailleurs de voir l'intérêt supérieur de la nation et de préserver la paix chèrement acquise en reprenant le travail. Car, grâce à la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Tchad est entré dans une phase de quiétude longtemps recherchée et dont il faut préserver. Par rapport à cette grève, le parti Al-Nasr invite l'UST à faire preuve de maturité pour renouer le dialogue et préserver ainsi les acquis sociaux et la stabilité actuelle. Notre pays, dit le communiqué, vient de loin. À la signature, Mohamed Saleh Adout, premier vice-président du parti. Le parti Caméléon, pour sa part, demande à l'UST d'avoir foi en la déclaration du gouvernement qui, je cite, s'est proposé de résorber graduellement la question en fonction de la disponibilité de la trésorerie tout en restant ouvert au dialogue. Le parti Caméléon demande par ailleurs à l'UST de faire preuve de dépassement pour préserver la paix sociale, signé Kram Ali Abel, le secrétaire général national. Et puis, attaché aux valeurs du dialogue social, le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance PDSA, à travers son bureau exécutif, après analyse de la situation de la grève qui perdure, invite le gouvernement et l'UST à faire preuve de modération et de sagesse, seule condition indispensable à résoudre cette crise sociale. Par ailleurs, le PDSA appelle le gouvernement à s'investir davantage à lutter contre la cherté de vie pour assurer le bien-être des Tchadiens. À la signature, le secrétaire général Osé Betegzen. Le gouverneur du Wadaï poursuit sa série de visites dans les services déconcentrés de sa région. Kedala Younous Hamidi s'est rendu dans les services de sécurité de l'aviation et à la coordination nationale de soutien aux activités humanitaires. Des précisions avec Adef Ahmad Ben Rahman. Ce sont plusieurs services étatiques et para-étatiques qui ont été visités. Le gouverneur de la région du Wadaï, Kedala Younous Hamidi, s'est rendu au commissariat central de police, à la coordination nationale de soutien aux activités humanitaires, au détachement intégré de sécurité, à l'agence nationale de sécurité et à la délégation régionale de l'action sociale. Au commissariat central, cette personnalité a rappelé aux uns et aux autres les rôles qui est le leur. Ainsi, le numéro 1 de la région a invité tout le monde à se mettre résolument au travail pour assurer la sécurité de la population. Comme c'était le cas aussi au commissariat central, le gouverneur est allé féliciter et encourager les éléments du détachement intégré de sécurité et le personnel de la délégation régionale de la coordination nationale des soutiens aux activités humanitaires pour leur sacrifice ayant permis de sécuriser les réfugiés et les personnes déplacées. À l'aéroport d'Abéché, Kedala Younous Hamidi a visité tous les services allant de la Segna à la base aérienne de l'armée de l'air en passant par l'autorité de l'aviation civile. Après avoir rendu un hommage mérité au personnel,
Le gouverneur de la région du Ouaddaï a appelé ses collaborateurs à plus de vigilance. 30 auditeurs arabophones de l'École nationale de formation judiciaire qui ont suivi une formation en langue française à l'Université de Besançon en France viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation. C'était en présence d'une délégation conduite par le directeur général de l'École nationale de formation judiciaire, Ahmad Tsungui. Reportage, Souleymane Diabo. Le bilinguisme va réellement se concrétiser avec le futur magistrat tchadien. Après la formation des auditeurs francophones à l'Université virtuelle du Soudan, 30 auditeurs arabophones reçoivent leurs attestations de fin de formation en France. Tous issus de l'École nationale de formation judiciaire, ces auditeurs arabophones ont passé 2 mois de formation en langue française à l'Université de Franche-Comté de Besançon en France. Le Tchad, dans sa constitution, a institué l'usage du français et de l'arabe comme langue de travail. Et le ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance et le tout premier département a tenté l'expérience. Pour la directrice des centres de linguistique appliquée de l'Université Franche-Comté de Besançon, Evelyne Bernard, c'est le début d'une coopération entre son institution et l'École nationale de formation judiciaire du Tchad. J'espère que c'est le début d'une collaboration avec l'École nationale de la formation judiciaire. J'espère que c'est une collaboration qui se poursuivra. Le directeur général de l'École nationale de formation judiciaire, Ahmad Tsungui, relève que la mise en pratique du bilinguisme au Tchad est l'une des préoccupations du chef de l'État. L'apprentissage d'une langue s'accompagne nécessairement de sa pratique pour être maîtrisée. C'est pourquoi je vous exhorte que, dès votre retour au Tchad, que vous gardiez ce trésor linguistique que le CELA vous a donné afin d'en faire bon usage. Déjà, les auditeurs arabophones formés au centre linguistique appliqué de l'Université de Franche-Comté de Besançon se disent aptes à exercer de façon idéale leurs fonctions avec cette nouvelle langue. Et puis on a beaucoup profité. Comme vous savez, on parle français sans problème. Et puis, donc ça c'est pour 1 mois ou 2 mois, c'est un peu. On a fini aujourd'hui notre stage ici au CLA à Besançon. 1 mois ou 45 jours, c'est insuffisant pour apprendre une langue étrangère. Après la remise des attestations, le directeur de l'École nationale de formation judiciaire et la délégation qui l'accompagne ont visité les installations de ces centres linguistiques de Besançon en France. Cette nouvelle bref, des faux billets de montant de 3 900 000 ainsi que les produits et les matériels de fabrication de ces billets et 4 cartons de Turamol ont été incinérés hier à Abéché. Selon le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abéché, Djambey Baoui, cette destruction intervient après la condamnation des fabricants et trafiquants de ces produits qui écopent de 5 ans de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA. Signalons que les trafiquants des produits appréhendés par la police il y a quelques semaines se ravitaillent à partir de la ville de Kousseri. Certains villages de Bojiondo, dans le département de Mandoul, menacés par les inondations des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps, ont causé plusieurs dégâts. Des précisions avec Rosalie Andigué. Les eaux pluviales ont occasionné cette année d'énormes dégâts dans le département du Mandoul occidental, plus précisément à Bojiondo et certains villages environnants de la sous-préfecture de Péni et celle de Bebero dans le Barsara. Outre les sans-abri, les inondations ont provoqué d'importants dommages sur les infrastructures sanitaires, scolaires ou encore agricoles. Des milliers d'hectares de champs sont engloutis par les eaux de pluie. L'on note également 3 cas de blessés graves dans la sous-préfecture de Péni. Le pont qui relie Bebopen et Bekamba à Bojiondo est complètement sous les eaux. Se rendre d'un village à un autre relève d'un parcours du combattant. Les populations sinistrées ne savent à quel sein se vouer. Elles ont trouvé refuge sous les arbres. L'alerte a aussi été sonnée concernant l'éruption probable des maladies telles que le choléra, du fait de la promiscuité dans ces lieux.
Face à l'ampleur de la situation, les autorités ont fait le déplacement pour non seulement constater de visu les dégâts causés par les eaux de pluie, mais aussi et surtout compatir avec les sinistrés. Ceux-ci lancent un vibrant appel au gouvernement, aux ONG et autres bonnes volontés à voler au secours des sinistrés. La région du Guéra également connaît ces inondations. Son gouverneur Ouiding Assiassoui plaide dans un communiqué en faveur des populations des départements de Barsignaka et d'Abtiour dont la situation nécessite assistance. Et puis au bas de ce journal, Ramadan Abdelkerim Ramadan, fils de Abdelkerim, et de Falmata Hassan est malade. Il souffre d'une maladie qui risque de lui crever l'œil. Habitant le quartier d'Embe-Charimongo, les parents de cet enfant de 2 ans sollicitent le concours de bonne volonté. Souleymane Diabo nous en dit un peu plus. Attention, ces images peuvent choquer. Ce n'est pas une malformation, c'est une maladie. Partie d'une simple enflure à l'œil, la maladie de Ramadan Abdelkerim Ramadan s'est aggravée au fil des jours. Âgé de 2 ans, l'enfant a commencé à avoir des complications à l'œil depuis le 3 juin dernier. Plusieurs examens ophtalmologiques à l'hôpital de la Liberté et à l'hôpital de Koussiri au Cameroun n'ont rien donné. Ouvrier de son état, le père de cet innocent enfant ne sait à quel sens se vouer. Il sollicite le soutien de bonne volonté pour alléger la souffrance de son fils. Je sollicite l'appui du président de la République, de la première dame et de toutes les personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour que mon fils recouvre sa santé. Parents d'une famille de 5 enfants, Abdelkerim Ramadan et Falmata Hassan ont les yeux tournés vers les personnes de cœur pour donner espoir de vie et de vue à leur progéniture. Car si un enfant est atteint de ce genre de maladie, c'est toute la famille qui souffre. Espérons que cet appel soit entendu par les bonnes volontés. Ainsi s'achève ce journal dominical. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.